Bonjour et bienvenue sur Réflexion Santé et Naturopathie. Je suis Jean-Brice Tivan et je partage ici 30 ans de vécu, d'expérimentation, d'études, de rencontres autour de la naturopathie vitaliste et scientifique associée au décodage psychobiologique des maladies. Je te donne les outils qui te permettront de te construire une santé optimale. Alors si ce n'est déjà fait, abonne-toi et prends ta santé en main car personne ne le fera à ta place. Bonjour à tous, je suis Jean-Brice Tivan de la formation alsacienne de naturopathie. Je reviens vers vous aujourd'hui pour reprendre une série consacrée au cancer. Donc on va aborder un problème très important autour du cancer puisqu'il s'agit du dépistage du cancer et plus particulièrement celui du cancer du sein qui est au centre d'une polémique depuis plus de 20 ans mais qui, comme vous le découvrirez en fin de cette vidéo, est au cœur d'enjeux qui dépassent la santé et la prévention simplement du cancer. En point d'orgue, vous verrez des extraits d'un documentaire qui vous explique comment les études sur lesquelles la cancérologie s'est appuyée pour valider l'intérêt du dépistage du cancer du sein sont biaisées, ces études, et comment cela en dit long sur l'établissement médical en France et en Europe. Dans cette vidéo, bien sûr, je ne vais m'appuyer que sur des extraits de documentaires, je n'invente rien, je ne fais que relayer des témoignages, comme vous verrez, de cancérologues, de médecins, de chercheurs, d'anapathologistes et de patients qui témoignent de ce qu'ils ont eu. Leurs paroles ne vont pas forcément, bien sûr, dans le sens des évidences admises par la médecine. Pourtant, leurs témoignages sont appuyés, comme vous verrez, d'études publiées dans des grands journaux. Je parle de grands journaux scientifiques, bien sûr. Et vous verrez que le dépistage, s'il fonctionnait, devrait diminuer le nombre de cancers avancés graves et aussi la mortalité. Or, vous allez voir que ce n'est pas le cas. Et on va regarder aussi ce qu'est une tumeur, son évolution, comment le diagnostic d'un cancer est fait. Et vous verrez qu'il peut y avoir des évolutions de cancer sans traitement qui peuvent être vraiment surprenants et qui remettent en cause tous les dogmes médicaux autour du développement du cancer. Alors, un avertissement avant de démarrer, je ne suis pas là pour vous dire de ne pas aller vous faire dépister, pas du tout, je ne donne pas de conseils sur cette chaîne. Mes podcasts ne sont que des réflexions et n'apportent que de l'information. Et ils ne sauraient vous dispenser de traitements médicaux. Ils n'ont pas vocation non plus à vous détourner des conseils d'un médecin ou d'une autre personne, thérapeute, etc. Néanmoins, je pense qu'une personne qui s'intéresse à la santé et qui souhaite rester actrice de sa santé devrait savoir tout ce qu'il va suivre. Donc on va s'attaquer à des idées reçues au regard de ce que la science, les études nous expliquent bien sûr, et on va se poser 3 questions essentielles dans cette vidéo. 1. Le dépistage diminue-t-il vraiment la mortalité du cancer? La détection précoce augmente-t-elle des chances de survie? Et un dépistage de masse n'a-t-il pas que des conséquences positives? A-t-il des conséquences négatives, comme on va voir éventuellement le surdiagnostic et le surtraitement? Je précise que lorsqu'on va parler de dépistage, il y a 3 aspects différents. 1. Une personne vient consulter parce qu'elle a une boule dans le sein qu'elle sent. Ça, c'est du palpage. Ce n'est pas du dépistage, c'est un diagnostic qui va être fait. Le dépistage, c'est chez les femmes qui n'ont pas de facteur de risque, pas de facteur particulier. Et la plupart de ces femmes qui se font dépister tous les 2 ans, y vont sans avoir aucun symptôme. Ça, c'est le dépistage de masse auquel on s'attaque aujourd'hui. Et le dépistage chez les femmes à très haut risque, qui ont ce fameux gène BRCA1 ou 2, qui va leur donner des risques d'avoir un cancer du sein à plus de 80% dans leur vie, ne rentre pas en ligne de compte dans le dépistage de masse dont on va parler ici. Bien sûr, une femme qui aurait ce gène-là aurait tout intérêt à se faire dépister régulièrement. On va partir des travaux des docteurs Dupéré et Junot, qui sont des médecins qui ont étudié le cancer et qui ont étudié surtout les statistiques et des chiffres importants, des études de cas aussi autour de personnes qui étaient malades, qui ont eu des cancers, et on fait des rapports importants. Ces médecins ont remis en cause
beaucoup de dogmes en médecine, en cancérologie, et en particulier le fait que sans traitement, la progression de la maladie est inéluctable dans le temps, que des cellules atypiques qu'on appelle carcinomes in situ sont des cancers invasifs, puis deviennent ensuite des métastases et puis entraînent la mort de la personne. Non, vous verrez que l'évolution n'est pas tout à fait la même que cela. Ils vont vous montrer aussi que le diagnostic précoce aujourd'hui est un mythe. On pense que ça protégeait mieux et ça évite d'avoir des cancers avancés et des traitements plus lourds. En réalité, ça n'est pas vraiment le cas. Et on va voir que tout ce qu'on peut dire autour du cancer et de la notion de maladie mortelle, si on ne la traitait pas et on ne la diagnostiquait pas de façon précoce, eh bien tout ça, voilà, est peut-être aussi remis en cause. Mais ne me croyez pas sur parole, on va essayer de voir, chiffre à l'appui, ce qu'il en est vraiment. La première question, c'est comment on fait un diagnostic du cancer du sein ? Qu'est-ce qui permet de définir à l'analyse de la tumeur, lorsqu'on va voir on fait une ponction de la cellule cancéreuse? Alors, je vais vous présenter ici un extrait d'un film documentaire qui a été tourné en 2016, qui est sorti sur France 5, qu'on ne trouve plus aujourd'hui sur les réseaux. J'ai cherché, à part quelques extraits ou bandes annonces, vous ne trouvez pas le film documentaire en entier, et pourtant ce film est une pépite. C'est quelque chose, un travail vraiment de journaliste scientifique approfondi, avec des témoignages exceptionnels. Donc, voici des extraits que vous ne verrez pas ailleurs. Alors, dans cet extrait, vous allez voir ce qu'on appelle un anapathologiste, la personne qui analyse donc les tumeurs, qui réalise donc le diagnostic, et en fonction, vous allez voir des termes qu'on utilise pour définir ce que l'on voit dans l'analyse, eh bien, les réactions et tout ce qui va basculer derrière dans l'histoire de la personne dépendent vraiment de ça. Regardez, écoutez, c'est surprenant. Mathieu Yver est médecin pathologiste, une spécialité méconnue du grand public. C'est nous qui faisons le diagnostic de cancer. Je dis ça, c'est pas pour me vanter, mais c'est vraiment nous qui faisons le diagnostic de cancer. Et on fait le diagnostic comment? En regardant la lésion au microscope. En fonction de la gueule des cellules, si elle a une bonne gueule, c'est une cellule bénigne. Si elle a une sale gueule, c'est une cellule maligne. Lors de l'analyse par le médecin, toutes les biopsies issues du dépistage ne sont pas cancéreuses. Sur 100 biopsies, on va trouver seulement 10 vrais cancers, ou cancers infiltrants. Donc ça, c'est des vrais cancers, c'est facile, très facile à faire comme diagnostic. Autrement, on va trouver aussi 10 lésions précancéreuses. Lésions précancéreuses? Le pathologiste se heurte à un problème de terminologie. Dans le cancer du côlon, les lésions précancéreuses, on va les appeler adénomes. Un mot rassurant pour tumeur bénigne. Dans le cancer du sein, les lésions précancéreuses, on va les appeler tout simplement carcinome in situ. Alors, carcinome in situ, forcément, ça va angoisser les gens, forcément, ça va angoisser les médecins. Ils vont dire « Ah, ben c'est du cancer », mais c'est pas du cancer. C'est une lésion précancéreuse qui augmente le risque de faire un cancer, mais il va pas forcément donner un cancer. Et ça reste encore très confus, et chez les médecins et chez les patients. Aujourd'hui, on traite ces risques de cancer comme des cancers avérés. C'est sûr que si on dit que c'est bénin, ben, elle rentre chez elle. Et si on dit carcinome in situ, elle risque de se faire opérer. Alors c'est sûr que moi j'y pense et ça me met mal à l'aise, c'est sûr. Je suis mal à l'aise par rapport au dépistage. Foncièrement, j'aimerais qu'il cesse. Mathieu Yver est l'un des seuls pathologistes à nous avoir confié ses doutes. Dans le cadre du dépistage, le diagnostic repose sur une définition ambiguë de la maladie. Et pourtant, appeler des lésions précancéreuses cancer a des conséquences immédiates sur les femmes. Alors qu'elles sont en bonne santé, elles sont désignées malades, découvrent l'hôpital, les médicaments, les traitements lourds. 60% des malades du cancer subissent une diminution de leurs revenus et arrêtent de travailler. Obtenir une assurance prêt devient un parcours du combattant.
L'incertitude demeure longtemps. 25% des patients sont en dépression. Voilà, donc vous avez vu déjà que le terme utilisé pour définir ce qu'est un cancer in situ, comme vous avez vu, n'est autre chose en fait qu'un adénome ou une cellule précancéreuse, c'est-à-dire qui a subi une légère mutation, mais qui est totalement inoffensive. Les conséquences, c'est qu'on va traiter des patients pour des cancers qu'ils n'ont pas. En fait, il ne s'agit que de cellules précancéreuses qui, il est vrai, augmentent le risque qu'un jour apparaisse un cancer, mais pour l'instant, il ne s'agit que d'adénomes dans le sein totalement inoffensifs. Et dans le film, vous n'avez pas vu la suite, mais on voit deux femmes qui ont le même diagnostic et qui vont prendre deux chemins totalement différents. L'une va choisir de se faire opérer, vous la verrez juste après, et une autre va choisir simplement de ne pas se faire opérer et de continuer sa vie normalement et de éventuellement se faire suivre tous les X années. Mais vous allez voir que dans la vie de l'une, tout s'effondre. Pour l'autre, elle considère cet adénome comme une cellule qui est endormie, qui ne pose pas de problème et cette personne vit normalement sans effet particulier. Alors, je ne suis pas là pour remettre en cause le fait de se faire opérer ou pas se faire opérer, de suivre les protocoles médicaux ou pas. Ça n'est pas du tout ça. Les choix que vont mettre en place ces femmes à la suite d'un diagnostic dépend vraiment de leurs angoisses, de leurs peurs, de leur représentation de la maladie, des pressions des médecins, de leur vision du monde. Donc ça leur appartient et bien sûr, l'idée c'est de leur permettre de retrouver de la souveraineté dans leur choix vis-à-vis de leur propre santé. Donc ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les conséquences du dépistage de masse avec chiffres à l'appui. Est-ce vraiment utile ? En réalité, on vous dit que dans le diagnostic, on va trouver ce qu'on appelle des faux positifs. Je donnerai le chiffre exact de personnes que l'on diagnostique comme ayant un cancer in situ, cancer qui peut-être ne se serait jamais développé, et même si elle n'avait pas été traitée ou opérée. Deuxième mythe, on va voir, c'est le diagnostic précoce augmente les chances de survie et me permet de détecter tôt une petite tumeur qui sera donc mieux soignée. L'idée aussi est de vous dire que tous les dépistages vont vous permettre de détecter des cellules cancéreuses et vous êtes tranquille une fois que le dépistage est fait s'il n'y a rien de détecté. Or, cette idée est fausse. Vous allez voir dans cet extrait ici d'un reportage de France 3, une femme qui a été dépistée et négative, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé chez elle de cancer, a quand même développé dans les mois suivants une énorme tumeur de plus de 5 cm. C'est ce qu'on appelle des faux négatifs. Ou alors peut-être, comme vous allez le voir tout à l'heure, la tumeur était tellement petite au moment du dépistage qu'elle était inapparente et indétectable justement. Et donc cela veut dire qu'en quelques semaines, en quelques mois, on peut avoir une tumeur qui explose, qui se développe. Et ça remet en cause aussi beaucoup de choses vis-à-vis de ce qu'on connaissait ou pensait connaître du cancer sur la vitesse de son développement. Regardez, c'est un tout petit reportage, mais c'est très intéressant. Marie Dikoufa a 55 ans. Depuis ses 50 ans, elle fait assidûment ses mammographies. En novembre 2015, comme tous les 2 ans, elle se fait dépister. Rien n'est décelé, elle en sort rassurée. Au mois de juin 2016, j'ai senti une grosseur. Donc moi-même, je ne me suis pas inquiétée puisque mes mamans étaient bonnes. Donc je suis partie en vacances, j'ai mené ma vie normale. Et au fin août, j'ai décidé quand même d'aller voir en me disant que c'était un kyste. Il fallait simplement l'enlever. Donc j'ai fait une mammo qui a détecté une tumeur de 5 cm. Aujourd'hui, Marie Dikoufa est sous chimiothérapie. Pour la radiologue qui lui a fait les examens, c'est un constat d'échec. L'opération s'est prévue bientôt ? Oui, pour le mois de mars. Ça, c'est typiquement les lésions que le dépistage va rater. Au mois d'octobre, on lui a dit « tout va bien madame, il n'y a pas besoin de revenir avant 2 ans ». C'est ça, le rythme, c'est tous les 2 ans. Et que, faussement rassurée, elle ne soit pas déjà venue au mois d'août. Vasculaire banal, microaccélération. À l'inverse, le dépistage systématique entraînerait pour ce docteur des surdiagnostics. C'est-à-dire que l'on détecterait des anomalies qui n'auraient pas évolué ou auraient régressé.
En septembre dernier, un rapport commandé par le ministère concluait que le dépistage organisé devait être revu et corrigé. Il recommandait aux médecins de faire du cas par cas et d'informer chaque femme des risques du dépistage. Mais pour d'autres radiologues, le dépistage systématique sauve des vies. Comme celle de 7 patientes chez qui on a dépisté un cancer à temps. Donc, j'ai eu un diagnostic quand même assez précoce, avec une petite tumeur, pas d'atteinte ganglionnaire, donc une chirurgie très limitée. Là, c'est une illustration manifeste du bénéfice du dépistage du cancer du sein, et que lorsque l'on compare par rapport à tout ce que l'on peut reprocher, c'est-à-dire les problèmes d'irradiation, c'est-à-dire les problèmes de faux positifs, les problèmes de surdiagnostic, eh bien, cette patiente a bénéficié du dépistage en évitant une chimiothérapie. Le ministère de la Santé devrait bientôt faire des annonces sur la refonte du dépistage organisé. Indépendamment de la mammographie, l'autopalpation reste indispensable. Le médecin vous dit une tumeur diagnostiquée très tôt de petite taille augmente les chances de survie et évite des traitements lourds par la suite. J'ai déjà vu que même si on vous ne détecte pas de tumeur, en quelques mois, ici en 6 mois, la personne est passée d'une tumeur inexistante à un cancer d'une masse de 5 cm. Le radiologue parle donc d'un échec du dépistage dans ce sens-là. Alors des exemples comme cela ne sont pas vraiment fréquents, mais ils existent. Une mammographie ne vous garantit pas la détection à 100% d'un cancer déjà existant. Alors dans le livre du docteur Dupéré, vous allez voir, donc, il s'intitule « Dépistage du cancer du sein, la grande illusion ». Il existe des clichés qui vous montrent effectivement que des cancers peuvent apparaître en quelques semaines. Ici, vous avez l'exemple d'un cliché d'une femme, d'un sein, où on voit à gauche la zone qui a été observée par la suite avec un cancer et qui ne présentait aucun défaut, aucune masse particulière, aucun cancer. Et 7 mois après, cette personne a une tumeur ici de 2,5 cm. Des exemples comme ça sont relativement courants, ça existe. Et donc, dans ce cas-là, le dépistage ne perçoit rien puisqu'il n'y a rien. Donc ça remet en cause l'idée qu'un cancer mettrait déjà plusieurs années à apparaître et devenir observable. Ça, ce sont des bilans qui ont été observés par les docteurs Junot Dupéré. Donc ils ont observé plusieurs choses. Un, que ce n'est pas parce qu'un diagnostic est fait sur un cancer de petite taille que c'est un diagnostic précoce. Ici, dans l'imagerie, vous voyez une tumeur de petite taille qui pourtant est associée à des métastases osseuses et dans ce cas-là, cette personne aura un mauvais pronostic parce qu'elle a déjà des métastases alors qu'elle n'a pas de prolifération ganglionnaire. Elle est juste passée d'un petit stade dans le sein à des métastases osseuses. Cette personne n'aura pas un bon pronostic. Ensuite, petit ne signifie pas obligatoirement bon pronostic. Donc vous l'avez compris. Volumineux n'exclut pas non plus un pronostic précoce. Ce n'est pas parce que vous avez un cancer qui est volumineux que la personne ne va pas avoir un bon pronostic, c'est-à-dire une guérison possible rapidement, que ce soit avec traitement ou sans traitement, bien que je vous incite à faire les traitements. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que on se trompe sur l'importance, vous avez compris, de la précocité du diagnostic, qui n'est pas forcément reliée à un bon pronostic, mais est reliée à une représentation qu'on a de l'évolution naturelle de la tumeur qui est fausse. En fait, si on laissait évoluer une tumeur naturellement, on pense depuis des années, et c'est la théorie de Halstead, qu'une tumeur va muter dans un premier temps, avoir des cellules qui vont avoir une forme, une apparence différente, mais pour l'instant, elles ne sont pas cancer. On appelle ça un carcinome in situ. Puis dans un second temps, ces cellules deviennent plus malignes, prennent une apparence différente et elles commencent à être invasives dans les tissus périphériques. On appelle ça un carcinome invasif. Puis on pense que derrière, les ganglions sont entre guillemets contaminés, c'est une extension du cancer au niveau ganglionnaire, puis des métastases apparaissent
partout dans l'organisme, à d'autres endroits ou sur un autre organe en général. Et puis, le dernier stade, c'est une phase de généralisation avec décès. Ça, c'est le schéma classique de l'évolution théorique du cancer du sein. En réalité, les choses ne sont pas du tout aussi simples que ça. Les divers stades de la maladie ne s'enchaînent pas automatiquement. L'évolution spontanée d'un cancer du sein, si on le laisse sans traitement, ce qui est extrêmement rare, et pourtant on a des images de cela, ce qu'on appelle l'histoire naturelle donc de la maladie du cancer du sein ne se déroule pas toujours selon ce scénario prévu. D'ailleurs, un cancer diagnostiqué peut aussi régresser de lui-même sans aucun traitement. Alors bien sûr, on va vous dire, c'est impossible, ça n'arrive jamais, mais le seul truc, c'est qu'on ne le laisse jamais faire. Vous comprenez qu'une personne qui a un cancer va de suite être détectée, ou au bout de quelques mois, elle va être détectée, et elle va de suite être prise en charge, opération, chimio ou rayon. Par contre, regardez ce cliché, qui est issu donc toujours du livre des cancérologues du Pernay. Quelque chose de très rare d'avoir des clichés comme ça. En mars 87, on a une tumeur de 2 cm. En octobre 88, on commence à avoir une régression. En 89, il y a une quasi-disparition de la tumeur, sans aucun traitement. Je précise bien, dans le livre, c'est comme ça qu'elle est présentée. Et puis, pendant 10 ans, la personne n'a rien. Et en 98, la tumeur réapparaît. Donc, vous avez compris que c'est un cas très rare, puisqu'on ne peut pas l'observer, on ne laisse pas les cancers évoluer de cette façon-là. Mais sans traitement, vous voyez qu'un cancer peut évoluer, c'est-à-dire disparaître, et puis 5-10 ans après, réapparaître. Mais que vous soyez traité ou pas, vous comprenez que ce cancer, s'il avait été traité, on aurait dit, ben voilà, heureusement qu'on l'a traité, on l'a fait disparaître. Et pendant 5 ans, cette personne aurait été comptabilisée comme faisant partie d'un lot de personnes guéries du cancer. Par contre, qu'elle soit traitée ou pas, la tumeur serait apparue ou apparue à un autre endroit 10 ans après, et on vous aurait dit c'est une rechute. Voilà. Là, on va vous dire c'est parce qu'elle ne s'est pas fait traiter, mais si elle s'était fait traiter, et il y a des cas de personnes qui se font aussi traiter, qui rechutent et font des cancers derrière. La grande question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce qui fait bouger la tumeur? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, elle régresse spontanément? Qu'est-ce qui fait que plusieurs années après, ou à un moment donné, elle se redéveloppe? Je ne vais pas développer cette idée-là maintenant. Ça mériterait un débat très important. Je ferai sans doute une autre vidéo qui explique ce qui, pour moi, fait bouger la tumeur. Et ce n'est pas des questions d'hygiène de vie, de sucre, de métabolisme, comme je vous l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, puisque ça n'expliquerait pas ces variations aussi rapides. Donc retenez l'idée déjà qu'un diagnostic précoce n'est pas garant d'une réelle augmentation des chances de survie. Mais pour le comprendre, il faut vraiment analyser des chiffres autour du dépistage et faire une analyse assez fine de cela. Le dépistage de masse améliore-t-il vraiment la survie du cancer du sein? Alors, il y a une étude qui est remarquable, mais très simple à la fois. Il a suffi qu'on prenne 2 groupes. Alors, c'est une étude qui a été faite à Oslo par l'Institut Santé Publique, donc un organisme officiel. On est en 2008. 120 000 femmes ont été dépistées tous les 2 ans, donc ça c'est pour le groupe dépisté tous les 2 ans avec une mammographie, et un autre groupe de contrôle, lui, a été constitué donc de 110 000 femmes, exactement le même lot, avec les mêmes risques potentiels de cancer, etc. bien sûr, mais ce groupe-là n'a été dépisté qu'au bout de 6 ans, et au lieu du nombre identique de cancers invasifs attendus dans les 2 groupes. Donc normalement, dans les 2 groupes, on a un pourcentage de cancers invasifs que l'on devrait trouver identiques, puisque ce sont des lots identiques. Eh bien, on observe 22% de cancers en moins dans le groupe dépisté une seule fois au bout de 6 ans. Cela suggère que le groupe qui a été dépisté une seule fois des cancers ont spontanément régressé, puisque normalement, les 2 groupes avaient le même nombre de cancers diagnostiqués. Sauf que si on les diagnostique tous les 2 ans, on va en trouver plus qui n'auraient pas donné d'évolution au bout de 6 ans. Donc cela suggère que le dépistage révèle des cancers dont l'imagerie aurait spontanément régressé.
C'est la conclusion du moins de cette étude à Oslo. Et si vous regardez bien sûr les graphiques, vous apercevez qu'il y a un vrai écart de 22% à l'arrivée. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'en réalité, on traite, on opère au moins 22% de femmes qui n'auraient pas eu besoin de traitement pour un cancer qui ne se serait jamais déclaré, qui a été considéré comme cancer, mais qui en réalité, au bout de 6 ans, ne se serait jamais déclaré. Donc en fait, on surdiagnostique, c'est-à-dire qu'on diagnostique des cancers qui n'en sont pas. On va voir maintenant les conséquences de ce surdiagnostic. Cela n'empêche, et ça ne veut pas dire que je suis contre le dépistage. Attention, je ne vous ai pas dit ça. Je vais vous expliquer que le surdiagnostic, issu d'un dépistage de masse, peut avoir des conséquences qui ne sont pas toujours positives. Alors le surdiagnostic, c'est quoi? C'est le risque de se faire traiter pour un cancer que l'on n'a pas. Combien est estimé à peu près ce surdiagnostic? C'est pas évident de savoir combien de cancers sont considérés comme cancers alors qu'ils n'en sont pas. C'est très important de connaître ce chiffre parce que des femmes vont se faire traiter et leur vie va basculer alors qu'elles auraient pu éviter de rentrer dans ce traitement lourd et donc inutile. Dans cette étude, dans cette publication, alors c'est une étude très intéressante qui concerne des autopsies réalisées sur les seins des femmes décédées d'un accident ou d'une maladie sans aucun rapport avec le cancer du sein. Donc on est sur des femmes entre 50 et 80 ans, voilà. Et en compilant les données disponibles, une équipe australienne a montré que les seins de 2 femmes sur 10 portent des lésions cancéreuses ou inquiétantes qui auraient conduit à un traitement radical si ces lésions avaient été découvertes de leur vivant. Or, on ne les a pas observées, on ne les a pas découvertes et ces personnes sont mortes d'autre chose. En comparant ces chiffres avec les statistiques des cancers, les chercheurs ont conclu que le taux de surtraitement était de l'ordre de 50%. C'est-à-dire que le dépistage de la mammographie révèle souvent des lésions que l'on aurait mieux fait d'ignorer. Et si on augmente le dépistage, on va trouver plus de lésions qui auraient été inoffensives. Donc, ce qu'on appelle surdiagnostic, c'est un diagnostic histologique d'une maladie qui, si elle était restée inconnue, n'aurait jamais entraîné d'inconvénients durant la vie de la patiente. Alors, ça paraît rien tout ça, mais on va vous dire, peu importe le surdiagnostic, grâce au dépistage, on va quand même traiter des femmes plus précocement, donc celles qui ont un cancer grave. Et donc, on va augmenter les chances de survie. Donc, le dépistage devrait, chiffre à l'appui, augmenter les chances de survie et diminuer donc la mortalité par cancer du sein. Et ça, c'est un autre mensonge est lié à des manipulations de chiffres. On vous fait croire aujourd'hui qu'on guérit mieux le cancer qu'on ne le guérissait avant. En réalité, vous allez voir que ça n'est pas forcément dû au dépistage. On va voir que c'est surtout dû au fait qu'on agresse moins la personne par des traitements plus ciblés et moins agressifs et par des manipulations de chiffres de la sorte. Regardez, en 1980, en France, on avait 20 000 cas diagnostiqués de cancer du sein. Donc 20 000 femmes qui rentraient dans des protocoles de traitement chimio relativement lourds à l'époque. C'est au début du dépistage. La mise en place du dépistage se fait au début des années 80. On commence à avoir donc en 1982 350 000 mammographies, près de 2 millions en 1990 et aujourd'hui plus de 3 millions par an, 3,5 millions, etc. La mortalité et le diagnostic a évolué. On est passé en 40 ans de 20 000 diagnostics de cancer du sein à 47 000 par an. C'est-à-dire plus du double en l'espace de 40 ans. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on diagnostique 2 fois plus de cancers qu'avant. Et la mortalité, comment elle a évolué? Eh bien, la mortalité, elle n'a pas du tout évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez à peu près 12 600 décès par an pour 61 000 diagnostics de cancer par an. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à 3 fois plus de diagnostics
Pour un chiffre à peu près équivalent, la mortalité était de 10 000 femmes en 1980. Aujourd'hui, on est à 12 600. Si on tient compte de l'évolution du vieillissement de la population, c'est-à-dire que le nombre de décès est resté proportionnellement quasiment le même. Sauf que, regardez le tour de passe-passe. Donc déjà, vous constatez qu'il y a ce qu'on appelle une explosion des diagnostics de cancer du sein. Mais est-ce qu'il y a vraiment plus de cancer du sein aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a 40 ans? En tout cas, la mortalité reste la même. Et on vous dit, c'est normal, nos traitements sont meilleurs, on guérit plus de femmes. Mais si vous prenez le rapport entre, à l'époque, 1980, 20 000 femmes diagnostiquées, 10 000 meurent. On vous dit, la médecine a sauvé 50% des femmes, soit 10 000 cas. Second cas, on est en 2005, on diagnostique 40 000 cancers par an, il y a 11 000 décès par an, on en sauve 29 000. Aujourd'hui, 61 000 cas diagnostiqués, 12 600 meurent, on en sauve encore plus de 37 000. Donc ça veut dire qu'on vous dit que statistiquement, on sauve plus de personnes. Mais on sauve plus de personnes par rapport à celles qui sont diagnostiquées. Le taux de mortalité des femmes reste exactement le même, sauf que par rapport aux diagnostics, qui sont 3 fois plus importants aujourd'hui, eh bien, on va vous dire que on en guérit davantage. Mais en réalité, on n'en a pas sauvé plus, on a juste traité plus de femmes qui potentiellement n'ont pas de cancer qui veulent les conduire forcément à la mort, puisque c'est des cancers qui ne se seraient peut-être jamais manifestés, jamais transformés en maladie cancer. Donc vous voyez comment on peut, en partant de chiffres, d'un surdiagnostic, d'un surdépistage qui n'améliore pas le taux de mortalité par rapport à la population féminine totale, eh bien, vous avez une manipulation ici, mais qui paraît anodine, mais en fait qui ne l'est pas. En réalité, la baisse de la mortalité par cancer du sein relative et non absolue est de 40% en 40 ans. Mais, vous avez compris, c'est lié à une analyse des chiffres qui n'est pas la bonne, et aussi, il faut bien le considérer, une amélioration des traitements qui aujourd'hui sont beaucoup moins agressifs. Car les traitements pouvaient, à l'époque, tuer, épuiser les femmes. Donc, aujourd'hui, les traitements vont sauver des personnes, et il y a des personnes qui sont diagnostiquées, qui ont des vrais cancers et qui doivent être traitées et qui sont sauvées par la médecine. Et cela, il faut les reconnaître. Et c'est pour ça que c'est important de suivre des traitements. Mais parmi tous les diagnostiqués, tous les traités, il y a aussi une quantité importante de femmes qui sont considérées comme malades et donc traitées alors que leur pré-cancer ne se serait jamais déclaré. On vous dit qu'on guérit plus, parce qu'en réalité, on soigne plus de personnes qui ne sont pas malades. Vous comprenez que la médecine va s'octroyer des guérisons qui ne sont absolument pas dues ni au dépistage, ni au traitement. Qu'est-ce qu'on en fait réellement de ces informations-là? Écoutez ce que dit une chirurgienne à propos de ce surdiagnostic qui est connu. La réponse donnée aujourd'hui est de diagnostiquer le plus tôt possible et traiter pré-cancer et cancer en présumant qu'ils vont tous deux évoluer vers une maladie mortelle. L'opération dure 1 heure sous anesthésie. Monique repartira le soir même. La chirurgienne Marie-Pierre Chauvet en pratique plus de 250 par an. On sait que probablement on surtraite un certain nombre de patientes qui ont des lésions peu évolutives et qui ne seraient pas forcément responsables du décès des personnes. Mais il y a des inconvénients dans tout ce qu'on fait en général et qu'on vit dans une société où on vous reprochera jamais d'en avoir fait trop, mais on vous reprochera toujours de ne pas en avoir fait assez. Et que donc c'est le prix un peu à payer au niveau du dépistage, d'accepter que parfois, effectivement, on va peut-être opérer des femmes qui n'en auraient pas forcément besoin. Donc vous avez vu qu'on préfère faire plus que moins. Plus, on ne va pas vous le reprocher. Sauf que ça pose quand même un problème majeur.
Le dépistage, en plus d'augmenter le surdiagnostic, favorise, vous avez compris, des surtraitements. Et à l'arrivée, ça n'a pas forcément d'intérêt et c'est même peut-être dangereux. Pourquoi je vous dis ça? Il y a une étude qui a été publiée par l'équipe lyonnaise du professeur Autier, qui a été publiée dans le British Medical Journal, sur l'impact du dépistage de la mammographie aux Pays-Bas. Je vous mets ici les résultats. Donc, si on lit le bilan, pour savoir le nombre vraiment de surdiagnostics qui existent dans cette étude, on vous dit qu'après déduction des cancers cliniques précoces, 32% des cancers détectés chez les femmes invitées au dépistage en 2010-2012 et 52% des cancers détectés au dépistage seraient surdiagnostiqués. Donc, les données ne soutiennent pas l'idée, pourtant répandue, d'une diminution significative de la mortalité par cancer du sein attribuable à ce dépistage. Mais surtout, elles confirment l'existence d'un surdiagnostic important. Le nombre de cancers graves n'a pas diminué depuis les années 80, alors que celui des petits cancers localisés a plus que doublé. Cette distorsion est typique de l'impact d'un dépistage contestable. On découvre et surtout on traite donc lourdement des petites lésions cancéreuses qui n'auraient jamais évolué. Et on ne fait pas baisser le nombre de cancers graves. Cet écueil qui guette tous les dépistages est appelé donc surtraitement. Et cette étude démontre que ce surtraitement concerne une femme sur deux chez un cancer du sein qui a été dépisté. Attention, je ne parle pas du diagnostic des mammographies chez une femme qui sent une anomalie déjà dans son sein. Ça, c'est un autre sujet qui est différent du dépistage de masse dont je vous parle. Donc, sur ce surdiagnostic, cela signifie que parmi les femmes traitées après découverte d'une lésion cancéreuse, grâce au dépistage et donc en l'absence de symptômes, 1 sur 2 n'en aurait jamais souffert de son vivant et aurait pu éviter l'ablation d'un sein ou une radiographie éprouvante. Je vais vous laisser avec un extrait ici des conséquences du surdiagnostic, de ce que ça peut faire sur ces femmes et puis surtout des travaux qui montrent cela et des répercussions que ça peut avoir vraiment sur le dépistage, comment l'utiliser, comment on devrait aujourd'hui l'utiliser et s'en méfier aussi un petit peu. Professeure de philosophie, elle vient de terminer son doctorat sur la rationalité et l'éthique, un sujet qu'elle a éprouvé dans sa chair. Il y a 10 ans, alors qu'elle effectue son premier dépistage, on lui découvre, comme à Monique et Patricia, des lésions précancéreuses. J'étais complètement choquée. Parce que j'étais en pleine forme, en pleine santé. J'avais 50 ans et je venais de commencer un nouveau travail. Je m'étais lancée dans une nouvelle carrière. La vie était belle et on m'a annoncé qu'elle était peut-être finie. À l'époque, malgré ses doutes, après 2 consultations, Myriam se soumet au protocole des médecins. Ils m'ont fait croire que c'était une urgence. Ils m'ont mis la pression. Les médecins veulent un résultat, une réponse, vite. À un moment, j'ai su que le docteur n'allait pas m'accorder plus de temps. En plus, j'avais conscience qu'il y avait d'autres malades avec des problèmes plus graves que les miens. Je ne pouvais pas l'accaparer plus. Il y a toute cette pression. Mais elle n'était pas nécessaire. J'aurais très bien pu rentrer chez moi et leur dire « Je vais réfléchir ». C'est seulement quand tout est fini qu'on commence à comprendre ce qui s'est réellement passé. L'opération est plus importante que prévu et Myriam perd la totalité de son sein. Ils enlèvent une partie de votre corps. C'est comme une amputation. C'est tellement choquant. On nous traite comme si on était chez le dentiste. Allez, au suivant. Vous n'êtes pas censé vous poser de questions. Mais moi, je m'en pose. Aujourd'hui, elle relie toute son histoire à la lumière du doute et elle tente d'alerter publiquement les autres femmes.
Peut-être qu'on m'a sauvé la vie. Peut-être, peut-être pas. Peut-être que je devais être opérée. Peut-être pas. Je n'ai aucun moyen de le savoir et personne n'a jugé bon de me le dire. Les gens pensent que je parle de moi et que ce que je dis, c'est que dans mon cas, ça n'a pas marché, mais que ça marche sur les autres femmes. Mais non, personne ne peut savoir si le dépistage marche ou pas. Et si le dépistage faisait plus de mal que de bien? Un homme en est aujourd'hui convaincu. Il a étudié toutes les données minutieusement. En 2000, Peter Goetsche, directeur de l'Institut nordique de recherche indépendant Cochrane, est mandaté par le gouvernement danois sur cette question. La Haute Autorité de Santé danoise m'a demandé d'examiner les études qui ont lancé le dépistage. 5 semaines plus tard, le Parlement devait voter pour mettre en place le dépistage dans tout le pays. Nous avons conclu qu'il n'était pas impossible que le dépistage fasse plus de mal que de bien. Mais la Haute Autorité n'a jamais transmis ce rapport au ministre de la Santé. On le lui avait caché avant le vote. J'ai alors compris qu'il y avait quelque chose de pas clair. Piqué au vif, Peter Goetsche, biologiste, spécialiste de médecine interne et de statistiques, s'entête et lance l'alerte. Ces études sont publiées dans le Lancet et le New England Journal of Medicine, deux revues prestigieuses. Elles font grand bruit. Le New York Times et Le Monde en font leur une. Pour la première fois, quelqu'un comptabilise les effets néfastes du surdiagnostic. Sans le dépistage, le surdiagnostic n'existerait pas. Or, les femmes surdiagnostiquées sont bien portantes. Et quand on traite des femmes bien portantes avec de la radiothérapie, par exemple, eh bien on en tue certaines. Parce que la radiothérapie provoque des maladies cardiaques, des cancers du poumon ou d'autres cancers. Et le nombre de femmes saines décédées à cause de traitements qu'elles n'auraient pas dû recevoir est égal au nombre de femmes sauvées par le dépistage. Pour moi, il est évident que le dépistage n'améliore pas la mortalité. Le dépistage est nocif, il n'apporte aucun bénéfice. Peter Goetsche réanalyse en détail les toutes premières études. Celles effectuées dans les années 70, qui promettaient 30% de décès par cancer du sein en plus aux femmes qui ne se faisaient pas dépister. Eh bien, selon lui, ces études comportent des irrégularités. Premier biais. Regardez bien. Certaines femmes sont exclues du groupe des dépistés parce qu'elles ont un antécédent de cancer du sein. Mais aucun tri n'est fait sur le groupe qui ne va pas au dépistage, ce qui fait naturellement augmenter sa mortalité. Deuxième défaut. Les causes de décès sont parfois difficiles à déterminer. Dans le groupe qui ne va pas au dépistage, on a transformé les cas douteux en décès par cancer du sein, ce qui fait encore augmenter sa mortalité. Enfin, troisième irrégularité. Dans l'étude la plus favorable au dépistage, le directeur des essais possédait à l'époque une entreprise privée liée à la mammographie. Voilà, donc vous avez compris, on s'appuie sur une étude largement biaisée pour prouver l'efficacité du dépistage, qui n'est jamais donc prouvé. Vous savez qu'aujourd'hui, et il y a beaucoup d'études qui l'ont montré, je vais vous les mettre à l'écran, il y a plusieurs études qui ont montré l'inefficacité du dépistage. Et si on reprend les dépistages de masse, ça n'a pas fait évoluer les chiffres dans le bon sens. Par contre, les risques de surtraitement ont des conséquences énormes, puisqu'elles surstressent des femmes qui n'en auraient pas eu besoin. On traite immunitairement, donc on a des effets secondaires, et donc on rend malade des femmes qui étaient en bonne santé. Donc ce qu'on appelle la iatrogénie.
Donc on s'éloigne du principe de la médecine primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Mais je vous avoue que la problématique reste quand même difficile. Vous avez des femmes à qui on diagnostique des cancers qui n'en sont pas et on leur dit quand même que potentiellement ce cancer pourra se développer dans quelques années. Et c'est peut-être vrai. Et donc le choix de se faire opérer ou pas n'est pas évident. Lorsque l'on présente les choses de façon objective, cela donne les chiffres suivants. Sur 1000 femmes qui vont se prêter au dépistage pendant la durée de 50 à 74 ans, tous les 2 ans, eh bien 4 d'entre elles peuvent être considérées comme ayant été sauvées par le dépistage. Sans dépistage, elles seraient peut-être mortes de leur cancer, sauf s'il y avait une évolution spontanée vers la guérison, mais c'est très rare et dans ce résultat d'étude, on ne le dit pas. 12 de ces femmes, sur ces 1000, ont eu des cancers que la mammographie ne va pas voir. Donc la détection, pour elles, n'a pas fonctionné. Le traitement, ça n'a pas enlevé le risque d'être traité plus tardivement. 16 qui vont être traitées pour un cancer, alors que la lésion trouvée n'aurait jamais donné une maladie. Donc 16 qui vont être traitées alors qu'elles n'auraient jamais été malades. Et puis il y a environ 150 de ces femmes qui ont fait des biopsies inquiétantes, qui ont été très stressées, ça a duré pendant plusieurs semaines, et qui finalement on leur a dit qu'elles n'avaient rien de grave. Donc elles ont eu très peur, il y a une phase anxiogène. À cela, il faut rajouter le fait que parmi les femmes qui ont été traitées et qui n'en auraient pas eu besoin, eh bien, on considère que les substances utilisées ou la radiothérapie ont pu donner un cancer sur 100 000 lié au traitement. Donc beaucoup de femmes ne feraient peut-être pas de dépistage systématique si elles savaient cela. Mais de toute façon, on ne vous le dit pas et vous ne connaissez pas ces chiffres-là. Alors il est nécessaire que les femmes soient correctement informées de cette réalité, comme le recommandait d'ailleurs le rapport de la concertation citoyenne. Et dans ce rapport, je vous explique qu'il ne s'agit pas d'arrêter les mammographies de dépistage, mais d'expliquer clairement que pour une femme sauvée par le dépistage, 16 seront traitées pour des lésions non évolutives. À chaque femme d'en parler avec son médecin. Donc, vous voyez, comme toujours, les choses sont présentées de façon idyllique. On va mieux vous soigner parce qu'on vous dépiste plus tôt, mais dans la réalité, ça n'est pas aussi simple. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'avoir un avis éclairé. Pour moi, en termes de dépistage, je pense que celui-ci ne va pas augmenter mes chances de survie. Donc, en ce qui me concerne, moi personnellement, je n'ai pas l'intention d'aller me faire dépister systématiquement pour tous les 2 ans, pour le côlon, pour la prostate, etc. Par contre, si j'ai des problèmes qui apparaissent, des ressentis, des symptômes, bien sûr qu'il faut se faire diagnostiquer. J'irai me faire diagnostiquer et un diagnostic est très important pour savoir comment agir, mais je ferai tout ça avec un avis éclairé. Je demanderai du moins un avis éclairé du médecin sur l'évolution possible de mon cancer, sur son niveau de développement, sur sa malignité, et demander ce que signifie adénome, adénocarcinome, ce que signifie cancer in situ, à la différence d'un cancer malin qui proliférait, qui aurait un autre terme. Donc il est important que, en tant que patient, nous soyons informés des termes utilisés, des risques à long terme, etc. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Voilà ce que vous devez savoir, selon moi, aujourd'hui, pour faire des choix éclairés. Il ne me reste plus qu'une vidéo sur la genèse du cancer et je vais la faire autour de ce qu'on appelle l'approche psycho-émotionnelle du décodage. Donc je vais attendre que cette série de 4 vidéos que je vous ai faites autour du cancer sorte pour enchaîner sur la dernière. Donc à l'heure où vous écoutez cette vidéo, je n'ai pas eu vos retours, je n'ai pas eu de messages de YouTube ou rien, puisque je ne les ai pas encore mises en ligne. Donc je vais attendre un petit peu pour faire la dernière partie sur l'approche psycho-émotionnelle du décodage en relation avec la genèse des cancers et d'autres travaux vraiment passionnants qui vont au-delà de tout ce que l'on peut expliquer sur la genèse du cancer aujourd'hui.
Merci en tout cas de me soutenir. Vous savez que vous pouvez acheter toutes mes formations. C'est comme cela que je peux vivre. Elles vont peut-être aussi vous faire changer de regard sur le sens des maladies, sur le sens de votre vie, sur comment les aborder, vous maintenir en bonne santé. Allez voir sur alsacenaturo.com. Tout est abordable. Vous pouvez choisir les formations à la carte. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Merci de mettre des commentaires, merci de vous abonner, merci de me soutenir. C'était Jean-Brice Thivan. Vous pensez avoir toutes les clés pour rester en bonne santé, en appliquant quelques conseils piochés ça et là sur Internet. Mais avez-vous vraiment les connaissances pour comprendre et personnaliser ces conseils? J'ai décidé de condenser 30 ans de mon expérience et 25 ans d'enseignement en une série de formations audio-vidéo sur tous les domaines de la naturopathie et du décodage psychobiologique. Métabolisme, nutrition, jeûne, hormèse, mouvement, bilan de vitalité, analyse sanguine, étude des tempéraments, techniques naturelles de santé, relations cerveau, psychisme, organes et sens profond des maladies. 30 formations disponibles à la demande pour apprendre sur les principes vitalistes de la naturopathie, comprendre l'origine des symptômes et agir concrètement de manière individualisée. Que vous soyez étudiant en naturopathie, praticien ou simplement désireux d'accéder à une santé optimale, ces formations sont faites pour vous, que ce soit sous forme de stage à la carte ou en intégrant le programme complet sur alsacenaturo.com. Devenez le coach de santé que vous avez toujours voulu être, offrez-vous les outils vers la pleine santé, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir ou offrir à vos proches. Le tout à des tarifs très accessibles. Rejoignez-moi donc sur alsacenaturo.com ou sur jbnaturo@orange.fr.